Bonjour, alors je crois qu'on va pouvoir commencer. Désolée pour le petit retard, on avait quelques soucis techniques à régler. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait, ok. Donc depuis hier, on vous propose différents formats pour réfléchir à l'axe de l'espace et du lien et comment ça rentre dans la prévention des conduites à risque. Donc aujourd'hui, ce partage d'expérience, il est un peu à la croisée de ces deux axes, c'est-à-dire comment pouvoir faire du lien sur l'espace spécifique qui est l'espace numérique, et pour pouvoir ensuite diffuser de la prévention et de la réduction des risques dans l'espace festif notamment. Comment faire de l'aller vers, qui est finalement une création d'un premier lien, sur un espace virtuel. Donc pour aborder ces questions, on accueille aujourd'hui Fabrice Pérez, qui est coordinateur du réseau IRDR, qui nous présentera ce réseau. On accueille également Margot Marie, qui est responsable de formation chez Technoplus, et donc qui reviendra sur 5 ans de formation d'usagers pairs qui vont faire de la prévention justement en milieu festif, et comment cette formation est possible, notamment grâce au numérique. Maxime Meyer du bus 3132 à Marseille, qui nous présentera le magazine en ligne, enfin le webzine KEPS, et des modalités d'intervention aussi sur les réseaux sociaux. Et Salomé Gilles, qui est doctorante à l'école des hautes études en sciences sociales, qui nous présentera son travail de recherche sur les communautés en ligne de consommateurs et consommatrices de produits psychoactifs, et comment ces personnes peuvent, dans certains cas, se retrouver et s'engager dans le monde physique. Donc, je laisse la parole. Enfin, merci à vous tous d'être présents et présentes aujourd'hui, et je laisse la parole à Fabrice. Et je passe le micro. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, moi je vais vous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui le réseau IRDR, et qui est parti donc d'une enquête faite en 2023. Donc, alors contrairement à ce qui était sur la première slide, alors je travaille à Technoplus, mais là c'est un travail qui a été fait avec le bus 3132. Donc, juste après, Maxime vous présentera un peu plus en détail le projet, mais disons que le bus 3132, donc voilà, c'est une structure médico-sociale qui est assez militante et qui a investi la réduction des risques en ligne depuis pas mal d'années. Et il y avait une volonté, en discutant avec quelques personnes, de se dire finalement on est un peu tout seul dans nos coins à faire ce travail-là, d'avoir des comptes Facebook, des réseaux sociaux, et de pousser des informations de RDR, voire d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément reconnu. On ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas en réseau, et on s'est demandé qui fait ça. Et donc, on a entamé un travail de recensement, un premier en 2021 et un second en 2023. Donc, c'est les résultats de l'enquête 2023 que je vais vous présenter pour que vous ayez une idée de cet aspect qui est un peu méconnu du travail de réduction des risques en ligne. Et qui s'est accéléré comme beaucoup de choses qui se sont digitalisées dans la période, on va dire, du Covid. Donc la première enquête en 2021 était juste après le confinement, où beaucoup de structures qui ne faisaient pas du tout de numérique se sont mis à faire des choses en numérique à distance. Et donc ça a quand même servi à accélérer ce phénomène. Et aussi dans notre travail, pour faire passer et banaliser des préoccupations de santé auprès des communautés d'usagers de drogue, pour nous, c'était important de soutenir les initiatives communautaires en ligne. Et donc, parce qu'elles sont nombreuses, donc ça, on pourrait revenir aussi sur... Voilà, dans cette table ronde. Et donc, pour ça, il faut faire de l'aller vers, il faut aller aussi les découvrir. Et donc, c'est un des objectifs qu'on s'était donné. Voici quelques chiffres clés. Je pense que les PowerPoints, enfin les diaporamas seront mis à disposition du public. Donc vous pourrez y revenir en détail. Mon diaporama est beaucoup plus long que ce que je vais vous présenter. Mais voici les chiffres clés. Donc ce qu'on a recensé, c'est 40 projets de IRDR qui sont présents sur 126 canaux. Et alors canaux, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des comptes Facebook, Instagram, mais aussi des applications, mais aussi des boucles Telegram, mais aussi des permanences ouvertes à heure fixe sur des liens Zoom. Il y a vraiment une diversité de contenu qui est vraiment très très grande. Dans ces 40 projets, il y en a à peu près la moitié qui sont
moi, que je qualifie d'institutionnels, donc ils sont issus de structures qui sont médico-sociales, qui ont des agréments assez longs, et à peu près l'autre moitié qui est issue plutôt de milieux associatifs, soit des associations formelles, loi de 1901, qui sont données ça pour objet, soit des associations de fait, ou dans certains cas, même c'est des projets individuels portés par une seule personne qui va animer toute une communauté en ligne. 75% de ces projets, donc les 3/4, ont démarré après 2017. Donc c'est finalement un réseau, enfin en tout cas un mouvement qui est assez jeune, même si dans les répondants, on voit que certaines structures ont parfois 20 ans d'ancienneté pour faire de la réduction des risques en ligne. Donc dans le web d'il y a 20 ans, donc les forums ou ce genre de choses. La plupart de ces 40 projets ont aussi des activités de réduction des risques IRL, en face à face, en physique, en présentiel, on l'appelle comme on veut. Et il n'y en a que 5 qui sont exclusivement numériques. Donc les autres, elles ont aussi une activité où ça s'est développé souvent à côté d'une activité de RDR auprès de différents publics. Donc les publics, ils peuvent être très variés. Il y en a qui se spécialisent auprès des consommateurs récréatifs, d'autres auprès des travailleurs du sexe, d'autres auprès d'une certaine tranche d'âge, d'autres auprès d'une certaine pratique, comme le chemsex, par exemple. Donc après, je vais vous illustrer ça avec différents projets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ligne ? Eh bien, parfois, au grand étonnement, on peut faire exactement la même chose que IRL, donc in real life. Donc évidemment pousser des informations sur les produits, les pratiques, l'usage de drogue, la sexualité, mais on peut aussi faire du débattripage, de la réassurance, voire même porter assistance à des personnes. Il y a des services qui se spécialisent là-dedans, qui ont des canaux d'urgence, des canaux vocaux par exemple sur des serveurs Discord, des chats, donc des messageries instantanées. On peut s'adresser à la communauté si jamais on ne se sent pas bien alors qu'on a consommé, soit seul, soit avec des amis. Puisque souvent c'est des pratiques illégales et c'est vrai que les consommateurs, souvent les plus jeunes, peuvent avoir du mal à appeler les secours ou appeler d'autres personnes par rapport à ça et se tournent assez naturellement vers leur communauté en ligne pour demander des infos, des conseils, y compris dans des situations d'urgence. Donc il y a de l'analyse aussi qui peut être faite à distance avec des envois postaux de produits. Donc de la formation, de la fourniture de matériel à distance. Donc finalement, en fait, le territoire numérique permet exactement les mêmes choses de ce qui est fait dans les structures, on va dire, habituelles. Une autre chose qui est importante, tous les projets qui sont recensés, on a exclu les projets de cette enquête qui sont juste en fait, qui ont une présence en ligne, mais qui c'est juste une vitrine. Si c'est pour donner les horaires d'ouverture de votre structure, ça, pour nous, c'est pas de la IRDR. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une démarche de projet de réduction des risques, comme je viens de le citer, c'est-à-dire pousser de l'information, rentrer en contact avec les personnes, faire des systèmes de questions-réponses, soit asynchrone, soit au contraire du live, enfin voilà, ce genre de choses. Et de voir finalement le numérique comme un territoire. Et donc on va voir qu'il y a aussi de l'aller vers, et c'est-à-dire être sur le numérique, c'est pas forcément faire de l'aller vers, c'est-à-dire on peut faire de l'aller vers dans l'aller vers, c'est-à-dire concrètement avoir son site web, avoir son compte Facebook, finalement c'est être sur une plateforme où il y a déjà des gens, mais il y a des structures qui se spécialisent, qui n'ont rien de tout ça et qui vont de plateforme en plateforme, de réseau en réseau, de forum en forum, de commentaire en commentaire, pousser des informations finalement auprès des publics, là où les questions se posent. Et donc il y a des maraudes en ligne aussi qui existent et qui se montent. Donc c'est vraiment voir le numérique comme un territoire, sauf que c'est un territoire qui n'est pas territorialisé, et donc ce qui fait qu'il est très compliqué aussi à faire financer en France des actions, puisque ça déborde, et donc pour les départements, les régions, les ARS, toutes ces collectivités qui ont des limites administratives fixes, eh bien c'est compliqué. Et même pour la France, puisque ces projets s'adressent à un public francophone. Et donc, on va retrouver des Belges, des Suisses, des Québécois sur ces projets-là. Et donc, même pour des structures nationales, c'est compliqué pour ces projets de dire, nous, on est un territoire, on touche un public. Et donc, voilà, il faut faire quelque chose. Et là, je vais venir à des chiffres qui sont, qui sont quand même assez importants. Ces projets-là, ces 40 projets qu'on a recensés, qui n'est pas forcément exhaustif, touchent déjà à eux seuls 3 millions de personnes par an. Donc on voit l'ampleur du numérique pour pousser quand même ces informations, ces services auprès d'un public, sachant que dans l'enquête de 2021, on avait aussi le service Drogue Info Service, donc de l'État, qui avait répondu, et donc on était à 13 millions de personnes. C'est-à-dire que Drogue Info Service touche à peu près 10 millions de personnes par an, mais les projets que j'ai cités,
donc qui sont pour beaucoup voilà, associatifs, voilà, institutionnels ou pas, voilà, touchent quand même 3 millions de personnes par an. En termes de personnes, ça représente 108 salariés qui sont impliqués à raison de 30 ETP. Donc on voit que c'est des petits temps de travail qui sont dédiés à ça. Il y a quasiment pas de projets qui ont des temps pleins sur de la IRDR. Et 187 bénévoles qui, eux, représentent 17 ETP. Hop, là, il y a une erreur. Donc coût total des actions pour tout ça, pour toucher tout ça, c'est 600 000 euros. Voilà, pour vous donner une idée, avec un coût moyen de 18 500 euros en moyenne par projet pour mener toutes ces actions, sachant qu'il y a des énormes disparités puisqu'il y a à peu près un quart des projets qui fonctionnent avec 0 euros. Voilà, qui sont bénévoles, sans financement spécifique par rapport à ça, qui tiennent vraiment sur soit la volonté d'une structure qui utilise ses fonds propres, mais qui ne sont pas dédiés normalement à la IRDR, soit des projets juste bénévoles où c'est les gens qui mettent du temps et parfois un petit peu d'argent. Voilà. Sachant que sur les 40 projets, tous n'ont pas donné les chiffres financiers. Je crois qu'il y en a 35 sur les 40. Donc bon, voilà, ça aussi, c'est un peu réduit. Donc voilà, quand on fait le ratio entre évidemment ce que ces projets touchent et puis combien ça coûte, et alors que le numérique est aujourd'hui des voies d'entrée majeures à l'accès à l'information générale, surtout auprès d'un public qui est assez éloigné parfois des structures de santé, on se dit que quand même on pourrait un peu mieux soutenir ce genre de projet. Donc voilà, ça c'est les chiffres de l'enquête 2023. Donc là je ne sais pas trop où on en est dans le temps, mais voilà, 10 minutes. Donc s'il me reste quelques minutes, je vais juste vous présenter quelques projets, puis il ne faut pas hésiter à m'arrêter pour vous montrer cette diversité. Donc ces projets, ils ont fait, on est en train de constituer un réseau. Maintenant, on se parle, on se connaît. Donc, il y a des webinaires qui ont été faits. Il y a 2 séminaires qui ont eu lieu. Un 3e qui est dans 2 semaines à Marseille. Et voilà le genre de projet qu'on y trouve. Donc, par exemple, Aide, qui au niveau national fait un groupe Facebook d'information et d'entraide sur le chemsex, ou qui au niveau local à Marseille a un projet d'annonce anonyme de résultats de dépistage à ses partenaires par un système de SMS et de sites web. Voilà, sur ces questions-là. Il y a par exemple l'application NoDrugs, qui, elle, s'est spécialisée dans l'agrégation de résultats d'analyse de produits. Donc, ils agrègent en mode un peu open data les données qui sont dans les bases de données mondiales d'analyse de produits dans pas mal de pays. Il commence à y en avoir aussi en France. Et donc, on peut, en tapant la couleur, la forme, le nom d'un comprimé, voir quels sont les résultats, le localiser, savoir où est-ce que ce résultat a eu lieu, et c'est associé à tout un tas d'informations sur le produit en question, les gestes à tenir en cas de surdose. Voilà. Et c'est ITAC, une association de Strasbourg, qui a fait la traduction française de cette application, et ITAC est aussi mène une action de IRDR qui est très active, notamment sur Instagram. Le projet, donc KEPS, je ne m'attarde pas puisqu'on va vous en parler juste après, mais le bus porte aussi un projet qui s'appelle Drug Lab, qui fait un petit peu à son échelle micro ce que fait NoDrugs, mais au niveau des analyses qui sont faites au laboratoire de Marseille sur les produits. Deltaplan, qui est une énorme communauté d'usagers de drogue, qui est à la base une chaîne YouTube très suivie, mais qui a aussi donc un serveur Discord avec plus de 8000 membres, donc de personnes consommatrices ou intéressées par la consommation qui échangent, et avec notamment le type de canaux dont je vous parlais, où on peut demander de l'aide si on a des besoins par rapport à ça. Ah, ça a planté. Ça veut dire que mon temps est écoulé, peut-être. C'est bien vu. C'est ça. Il est là. Il est là. Voilà. C'est bon. Voilà. 2 autres projets, donc Drugs, qui lui est plutôt un projet de type, il y en a plusieurs de cette nature-là, encyclopédique, qui essaye de centraliser au même endroit sur un site web des ressources qui existent déjà par ailleurs sur un produit par exemple, et qui essayent du coup de faciliter leur accès en centralisant tout ce qui existe. Et l'autre qui est l'application CupRDR, donc une application qu'on peut télécharger dans les stores classiques, qui vise plutôt à recréer du lien avec un public local. Donc CUP, c'est un groupement qui est basé dans le centre Val-de-Loire, et qui essaye de renouer, parce que pour certains publics, c'est plus facile de passer par une appli pour contacter
contacter un CARUD, demander du matériel, demander de venir faire une intervention au milieu festif, par exemple. Donc voilà. Donc on utilise aussi le numérique pour recréer du lien en local. Voilà. Le forum Addicted, qui est géré par l'association France Patients Experts, donc Addicted, qui est un site d'addictologie fait plutôt par des addictologues, mais qui a délégué la gestion de son forum à une association finalement de pairs. L'association Not for Human, qui malheureusement est en train d'arrêter ses activités, mais qui est pionnière dans les maraudes et l'allée vert en ligne, qui est présente sur plusieurs réseaux sociaux, plusieurs forums, et qui a initié de l'analyse de produits à distance dès 2009, grâce à des partenariats avec certains labos, et qui s'était un peu spécialisé sur ce sujet-là. Voilà, puis après... des forums, donc Psychonautes qui est un forum en ligne, et puis Mixture qui est un projet qui vise à référencer les substances les mélanges en fait de substances, puisque c'est fait partie des questions les plus posées par les consommateurs. Qu'est-ce qui se passe quand je prends tel ou tel produit, ou si j'ai tel traitement, qu'est-ce qui se passe si je consomme quand même, sachant qu'il y a très peu, c'est compliqué d'avoir des informations fiables sur ce sujet-là. Voilà. Et puis encore d'autres projets, donc Nuit Blanche qui est un gros projet en Suisse, un groupe Facebook Nurshi de réduction des risques animé par ELR, un collectif de Besançon, Ensemble limitons les risques. Et puis en haut à gauche, White Tight Chemistry, et puis je m'arrêterai là, qui est un projet vraiment quasiment de recherche et développement, qui cherche par le biais de la forme moléculaire des nouveaux produits de synthèse sur lesquels on n'a absolument aucun recul ou aucune idée de ce que ça peut faire dans le cerveau à court ou à long terme, essaye de donner des informations, des probabilités d'information en fonction du type de récepteur sur lequel ces molécules, en fonction de leur forme 3D, peuvent aller se greffer, quoi, tout simplement. Et donc on se dit, bah, tiens, si ça peut aller sur ce récepteur-là, bah, peut-être que c'est neurotoxique, etc. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les seules infos pour certains produits tout à fait récents qu'on peut imaginer. En fait, c'est des techniques qu'utilisent les laboratoires pharmaceutiques pour faire des expériences 3D virtuelles quand ils évaluent la potentialité de certains médicaments. Bah, là, c'est se réapproprier ces techniques-là pour faire de la RDR. Voilà, par exemple. Voilà un peu le panel de ce que représente la réduction des risques en ligne en France. Si vous avez des questions, je crois qu'on peut prendre quelques minutes pour ça. C'était très clair. Bonjour, Franck Moulius du dispositif Fait Éclair. Juste une petite question sur le nombre de connexions. C'est des personnes différentes quand vous parlez de 3 millions ou bien une même personne peut s'être connectée 10 fois dessus. Est-ce que ça comptabilise des personnes différentes au niveau des chiffres que vous donnez? En fait, il y a une personne qui s'est connectée 3 millions de fois. Non, mais c'est... Non, mais c'est une vraie question. C'est intéressant. En fait, c'est une enquête qui est déclarative de la part des projets. Donc, en fait, ces 3 millions, c'est une addition des audiences potentielles des différents projets. Okay. Donc, je pense que certains ont pris des visites uniques ou des nombres de personnes, parce que c'est souvent comme ça que c'est donné sur les outils statistiques. Mais peut-être que certains projets n'ont pas dédoublonné, ils ont pris des nombres de visites. Donc, mais ça donne un ordre de grandeur. Oui, non, mais complètement. Voilà. Mais effectivement, c'est énorme. C'est déclaratif, ouais, c'est énorme. Ouais. J'ai été très surpris quand j'ai fait le calcul. Ouais. Merci. Bon, on peut continuer. Tu veux te mettre là? Non, regarde, j'ai regardé, il y a un long câble. Ah, d'accord. Ouais, merci. Bonjour, moi je m'appelle... Vous m'entendez? Oui. C'est étrange. Hein. Je m'appelle Maxime, je suis très stressé et je vous fais la présentation du média en ligne pour lequel je bosse. Comment? Oui, je vous fais la présentation du média en ligne pour lequel je bosse qui s'appelle KEPS. Et donc, un peu la thématique des interventions d'RDR festif de Plus belle la nuit. On va vous en parler à KEPS, notre webzine. Donc, je vous ai fait un tout petit historique pour que vous sachiez où est-ce qu'on se place. Donc, KEPS est né, le site internet en tant que tel, est né en 2023. C'est un projet qui émane plus ou moins des réseaux
de Plus belle la nuit. Plus belle la nuit, c'est un projet de RDR festif marseillais qui est né en 2013 à l'occasion de la capitale européenne de la culture, qui est lui-même un projet qui a été récupéré par le Bus 3132, qui est une association qui gère un XAPA, un CARUD, qui est un établissement médico-social avec une quinzaine de projets de solidarité orientés grande précarité, festif et addiction, et qui est issu d'un projet de Médecins du Monde qui date de 1994, la mission Rave, plan d'échange de seringues, sensibilisation, épidémie de VIH-Sida, héroïne, milieu festif, etc. Voilà, on partage toujours nos locaux avec Médecins du Monde par ailleurs. Le projet est né avec 3 gros objectifs, en tout cas le financement, puisqu'on est un projet qui est financé par le Fonds de lutte contre les addictions. Ouais. Voilà. Et donc il y avait 3 gros objectifs qui étaient développer l'attractivité des services d'information, faciliter l'orientation et l'accessibilité du coup aux services et aux prises en charge, et atteindre les populations de la diagonale du vide et ceux qui s'en tapent. Les moyens d'origine, donc c'était un chef de projet, 3 animateurs, un graphiste. Ça a été complètement bouleversé. On voulait un psychologue au début, ensuite on a eu besoin d'une journaliste, ensuite on a eu besoin de quelqu'un pour faire les corrections parce qu'on est tous assez mauvais à l'école et que on est issu du communautaire et qu'on n'a pas fait de grandes études. Enfin bref, tout ça fait que le projet est né. Aujourd'hui, donc j'ai regardé les statistiques d'hier soir parce que j'ai fait le PowerPoint hier. On est présent donc sur beaucoup de canaux, mais il y a eu beaucoup d'expérimentations qu'on soit été, disons, qui ont été des succès, soit qui n'ont pas été des succès. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qu'on a arrêtées pour tenter d'autres choses. Parce qu'on est limité par nos moyens, notre temps de travail, vu qu'on est dans le cadre du travail, on est plutôt protégé par notre direction. Et du coup, il y a plein de choses qu'on a tentées et qu'on sait qu'on remettra à plus tard, qu'on va retenter de faire d'autres choses. Du coup, il y a des canaux qui sont moins intéressants que d'autres. Mon Facebook est totalement inintéressant, je vous déconseille d'y aller puisque c'est un réseau social qui est mort. On est très présent sur Instagram, ça fonctionne bien, sur YouTube également, et notre site internet, donc c'est le dernier carré que vous voyez. Il est en ligne depuis le mois de novembre 2023, et les chiffres de janvier à novembre 2024, c'est 46 000 visites et 137 000 pages vues pour 312 articles. On publie 3 articles par semaine au mieux, sinon un article par semaine, et en fait on a transformé 3 ans de publication, Instagram, Facebook, enfin réseaux sociaux, en articles pour le site, donc ce qui nous a fait à l'ouverture du site une base de 200 articles à peu près. Et nous, en fait, l'outil d'aller vers principal, c'est le feed, c'est la publication, puisque tous ceux qui ont déjà tenu un stand, je pense, dans la rue ou en espace festif, savent que sans moyen d'intéresser les gens, on n'intéresse pas les gens. Sur Internet, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus grand. Et qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de venir nous voir, notamment des gens qui ne vont pas être notre cible, des gens qui vont dire « c'est pas normal ». Bon, comme partout, sauf que là, ils sont très nombreux. Du coup, il faut sélectionner les infos qu'on donne, trouver des différentes portes d'entrée pour essayer de capter les gens. Donc là, je vous ai mis l'évolution de notre feed Instagram de 2021 à 2024. C'est très fouillis. Là, on est vraiment sur une vibe que moi, je trouve, elle donne un peu la gerbe. C'est tous ces dégradés qu'on voit en 2024, qui est vraiment... Moi, je suis pas fan, voilà, mais bon, en tout cas, c'est très marqué, donc je pense que c'est bien. Keps, c'est issu de Kepa, le Kepa dans lequel on met les drogues, voilà, un paquet d'informations. En fait, on n'a pas du tout vérifié le nom quand on l'a trouvé. C'est aussi une société qui fait du coffrage pour les piscines, Keps France. Voilà. Et ils sont là depuis très longtemps. Donc bref, c'est notre outil de communication principal, c'est notre outil d'aller vers. Principal, même si ce n'est pas le seul. Et sur cet outil-là, on fait plus de la prévention que de la réduction des risques en vérité. Parce qu'on est du coup visible par tout le monde. On est visible par des mineurs, on est visible par des profs, on est visible par des vieux, on est visible par des gens qui ont arrêté de consommer, des gens qui voudraient consommer, des suicidaires, etc. Et qu'en fait, répondant aux logiques un petit peu d'Internet et notamment des conditions générales d'utilisation de ces réseaux, plein de choses qu'on peut ne pas se permettre, qu'on ne peut pas se permettre de dire. Alors, je vous ai pas fait un screenshot, mais je suis très fier de dire que notre compte Instagram respecte à 100% les conditions générales d'utilisation d'Instagram. Et que donc, on n'est pas du tout shadow ban, on n'est pas du tout, on met les mots drogue en tant que drogue, on marque les mots on met aucun artifice pour masquer nos sujets. Ça, je suis plutôt satisfait. Je sais pas jusqu'à quand ça va tenir, mais bon, ça tient. Donc voilà, on varie les portes d'entrée, c'est-à-dire qu'on va publier beaucoup de choses, quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. On va faire beaucoup de stories également pour relayer du contenu des autres quand on a la flemme et surtout relayer des choses sur des thématiques journalières ou à la semaine. En 2022-2023, on a fait des formats campagne mensuels où on abordait une thématique au mois, quoi. Donc le mois sans tabac qu'on a complètement oublié cette année, le Dry January, etc. Et donc là, on est plus...
on est plus au jour le jour à essayer de faire des articles un peu plus longs. Bref, on aborde différentes thématiques, la culture, les films, les cinémas. En fait, on essaye d'ouvrir beaucoup de portes pour essayer de capter le maximum d'attention. On essaye d'avoir des professionnels, on essaye de captiver aussi des professeurs, des psychologues, des usagers, des parents qui se questionnent, des gens qui font la fête, des gens qui sont concernés mais qui pensent qu'ils ne sont pas concernés, etc. Du coup, je ne vais pas vous lire le slide parce que moi je trouve ça pénible quand les gens lisent les slides, mais en gros ça c'est un peu nos techniques d'ouverture, quoi, qui sont en fait tout ça est dirigé vers la volonté de générer des interactions et donc de réussir à discuter avec les gens ensuite en privé. En privé, on fait la réduction des risques. On peut dire à quelqu'un, oui, si tu t'injectes qu'une fois par jour, effectivement, c'est un peu moins dangereux que si tu t'injectes 10 fois par jour. Ceci encore étant dit, ça dépend des doses, ça dépend des produits, ça dépend de la manière dont tu t'injectes, etc. Oh, non, ça va. Ah si, voilà, c'est popularisé, j'ai oublié le U. Donc en gros, la méthode, c'est 5 piliers. C'est être là, multiplier les portes d'entrée, etc. Je ne vais pas relire. Vous observez le petit QR code, il mène sur le site. Alors le site, il est un peu rédhibitoire en premier abord parce qu'il y avait des idées qu'on avait au début, qui étaient de faire un petit questionnaire pour évaluer les connaissances des gens et de leur faire une petite animation sympa de quand ils ouvrent le site. En fait, c'est pénible, on a un taux de perdition là-dessus sur les statistiques. On a beaucoup de vues sur la page onboarding. Et une fois que... et après, on a vraiment très peu de gens. Enfin, très peu de gens. Ceci dit, comme je vous disais, il y a 173 000 pages qui ont été lues. Et la plupart sont lues plusieurs minutes, donc elles sont vraiment lues. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc nos projections, c'est comment être plus opérant. En fait, ça, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui et les choses, les défis auxquels on est confronté. Il y a aussi... Ah oui, voilà, parce que je ne me suis pas relu. Enfin, j'arrive pas à me relire. Comment être mieux contacté, plus contacté, par quel biais, comment générer plus d'entretiens, quel type d'entretien, est-ce qu'on se contente d'entretiens à l'écrit, est-ce qu'on fait des entretiens en visio. Bon, spoiler, on fait un peu tout ça. Et il y a des enjeux cliniques auxquels on est confronté. Nous, on est dans une structure médico-sociale. Donc d'une part technique, il faut réussir à faire comprendre des enjeux de type numérique à un conseil d'administration de type médico-social. Donc c'est même pour nous qui sommes dans le projet, des fois ça a été compliqué de comprendre ce qu'on faisait et comment il fallait le faire mieux. Et on a l'autre enjeu qui est le côté clinique. Quand on discute avec les gens, on est seul, on peut être seul. Là par exemple, tous mes collègues sont en congé. C'est pas grave, ça arrive souvent, mais du coup je suis seul sur la boîte. Donc là heureusement on n'est pas très sollicité puisqu'on publie pas beaucoup. En revanche, cette semaine je parle. En revanche, s'il y a des cas un peu chauds, je suis tout seul à les gérer et en fait je suis tout seul avec les informations des gens. C'est comme pour les gens qui ont déjà tenu des stands ou qui font des entretiens, vous savez comment les gens peuvent y aller. Nous ils nous voient pas, donc en fait ils ont aucune gêne à nous raconter. Ça va tout de suite. Quand les gens ont un problème, on est au courant de tout. Ça peut être intense. Donc voilà, il y a ce côté clinique où c'est difficile de faire équipe, on se demande comment faire équipe. Voilà, et puis je vous ai mis un petit truc. Je ne sais pas combien je suis sur le timing, je pense que je suis pas mal là. Ah encore 3 minutes, et donc je suis allé en ligne droite. C'était clair ? Vous avez des questions ? C'est possible, hein, parce qu'il reste au moins 3 minutes de présentation. T'en as une ? J'aurais bien aimé mettre une petite vidéo du site, mais en fait, vu que j'ai fait ça hier, j'ai pas pu mettre une vidéo où on explore le site l'année prochaine, peut-être. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, parce qu'il va y avoir 2 minutes de battement. Ouais, je suis navré. Moi, j'ai une question. Tu disais qu'il y a des actions parfois que vous pouvez ne pas faire. Et est-ce que tu as des exemples, justement ? Oui, j'ai des exemples. Des plateformes type TikTok, par exemple. Là, j'en ai pas parlé parce que c'est une plateforme qui demande un investissement maximal et qui a une prise de risque maximale également et qui est très anxiogène de par son fonctionnement. Donc ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'on a mis un peu en stop. Les vidéos sur YouTube, on a fait une vidéo par semaine pendant 1 an. Ça nous a lessivé. On avait l'envie de faire toujours plus intéressant, avec plus de gens, de gens concernés, des experts, etc. Mais du coup, ça, on a dû mettre un gros coup de frein. Depuis le mois de septembre 2023, on a publié peut-être une dizaine de vidéos maximum. Donc c'est plein de choses qu'on sait que ça fonctionne. Mais en fait, c'est qu'à la ressource où on est actuellement, c'est pas possible de tout faire. Voilà. Et moi, je suis celui de l'équipe qui suit vraiment à pousser pour que ce soit régulier, parce que
ça fait d'une part partie de nos indicateurs d'évaluation, le fait d'être très régulier, et d'autre part, en fait, on voit que ça fonctionne et qu'il y a des mois où on s'occupe bien, on fait des trucs intéressants qui répondent à l'actualité, on est dans le jus, on est dispo, on touche jusqu'à 800 000 personnes juste avec notre compte Instagram. Donc c'est pas 800 000 personnes qui du jour au lendemain vont décider de changer leur pratique ou de voir un psy, pas forcément. Mais en tout cas, ça veut dire que dans les meilleurs mois, on a de ces résultats-là, et dans les mois où, par exemple, je suis en congé, ou les mois où on est un peu moins présent, c'est des mois à 150 000, 200 000 personnes touchées. Donc pareil, oui, c'est difficile de se satisfaire de ça quand on a en fait, vu qu'on a un financement, pour moi, il y a un enjeu à être dans la production, à faire au moins aussi bien que des gens qui font sans financement. Voilà. Et en fait, on est 5 temps plein. Enfin, le projet est financé avec 5 temps plein, on n'y est pas, hein, parce que la ressource humaine a ses mystères. Enfin voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de faire un truc propre. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer... Non, mais il y en aura après. À la fin, il y aura un temps d'échange plus long. Je vous encourage à penser à des questions. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Margot. Je viens de l'association Technoplus et je vais vous parler de la Formapaire. Donc, pendant que je vais parler, il y a une petite vidéo qui va dérouler pour vous montrer un peu l'expérience utilisateur sur le site de la formation qu'on a créée. Donc la Formapaire, c'est une formation en santé communautaire sur comment on intervient en espace free party, qui a été développée par Technoplus et sa communauté, donc les volontaires bénévoles et aussi des personnes issues de son système organisateur de fêtes, qui a été développée pour répondre à 2 choses. La première, c'est de nombreuses sollicitations qu'on avait partout sur le territoire national auxquelles on ne pouvait pas forcément toujours répondre, parce que l'association est composée quasiment uniquement de bénévoles. Donc ça demandait de pouvoir partir plusieurs jours dans une autre région pour pouvoir former sur le terrain. Et en fait, on n'arrivait tout simplement pas à répondre à toutes ces sollicitations-là. Et puis aussi la volonté de Technoplus de partager et diffuser 25 ans d'expertise sur comment on intervient du coup dans les espaces festifs techno. Donc en 2020, l'association s'est mise au travail avec par exemple des semaines où on s'est réunis tous ensemble dans des gîtes pour brainstormer, réfléchir à qu'est-ce qu'on voulait mettre dans le contenu de cette formation. On a réalisé des films, on a réadapté des jeux, des serious games qu'on a montés en vidéo, qu'on a montés en jeu numérique. On a aussi fait un gros travail de recensement de ressources complémentaires. Et on a lancé cette formation donc, qui se déroulait au début par mail, que les gens recevaient dans leur boîte. Et du coup, face à l'ampleur de la demande et tout ça, on a depuis peu développé un petit site internet un peu sous la forme des MOOC, hein, donc les formations en ligne gratuites. Voilà, donc c'est une formation qui est quand même assez longue, hein, qui demande un sacré engagement parce que c'est 13 semaines de formation. Voilà, avec chaque semaine l'ouverture d'un module qui représente à minima, vraiment grand minima, 2 heures de travail par semaine, mais on peut monter à beaucoup, beaucoup plus si les personnes explorent chaque ressource qui est ajoutée à la formation. Il y en a énormément, il y a des PDF, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont créées et portées par d'autres structures. Donc une formation qui demande quand même un gros engagement, donc 13 semaines, une régularité. Et ce qui est étonnant et quand même chouette, c'est qu'on voit que on a à peu près la moitié, voire un petit peu plus des personnes qui s'inscrivent, qui vont jusqu'au bout de la formation. Donc c'est quand même des très bons chiffres par rapport à la moyenne des MOOC en France, où on est plutôt sur un quart des gens qui vont jusqu'au bout. Donc on est assez satisfait. Et les participants, donc qu'on appelle les pairs, c'est à destination en fait de toutes les personnes qui vont graviter dans les milieux festifs. Donc ça peut être des participants, mais aussi des organisateurs, des personnes qui vont travailler dans les espaces festifs, bars, nourriture. Ça va être des estivants, des gens qui vont poser par exemple des stands des food trucks, des choses comme ça, et qui souhaitent pouvoir mettre à dispo du matos ou être en capacité de réagir. On va avoir des collectifs qui posent des espaces chill out dans les festivals et dans les fêtes.
Et aussi, on a aussi des personnes, on va avoir parfois des étudiants relais santé, on a parfois des personnes qui sont dans des associations comme la Protection civile ou la Croix-Rouge et qui se retrouvent parfois en espace festif techno et qui ne savent pas du tout, par exemple, les drogues, les effets des drogues, etc. Donc c'est vraiment une formation qui est à destination des pairs de la communauté, pas forcément des professionnels, mais ça nous arrive parfois d'être à la limite, voilà, avec des assos comme voilà, Protection civile, Croix-Rouge, etc. Que dire de plus sur cette formation? Peut-être, après, je vous parlerai un peu de la couverture territoriale de cette formation. On a des outils associés en plus du site. On a créé une plateforme Discord qui permet aux participants d'échanger en direct, donc dans les salons vocaux, mais aussi dans les différents modules qui leur permet de discuter, de créer des groupes, de s'envoyer de la ressource. Ça donne un côté co-construction à cette formation parce que de session en session, elle évolue et elle se nourrit aussi de ce que les participants pairs vont participer en termes de contenu, de connaissances. Ils vont venir aussi compléter ce contenu-là. Et l'autre chose aussi qui est proposée dans le cadre de la formation, c'est des visioconférences en direct. Il y en a 6 sur l'intégralité de la formation. Et on voit que c'est quelque chose qui marche énormément. On a la moitié ou plus, encore une fois, des participants qui font absolument tous les visios, qui sont des visios quand même d'1h30 le soir en semaine, après le boulot pour beaucoup. C'est vraiment un temps très riche parce que ça permet l'interaction en direct, ça permet de pouvoir poser des questions, ça permet de pouvoir vraiment décortiquer dans le détail le contenu, ce qui a pu être compris, pas compris, etc. Ça permet aussi de réagir sur l'actualité, ce qui se passe dans les soirées, ce qu'on peut observer, ce que les gens peuvent vivre. Il y a pas mal de retours d'expérience et d'échanges entre les différents espaces festifs. Parce que voilà, on va avoir des gens qui sont plus issus du milieu clubbing, d'autres qui sont plus issus du milieu free party. Et vraiment un échange intéressant et aussi sur des différences ou des similitudes qu'on peut avoir dans les différents territoires qui se nourrissent énormément. Enfin, je prends par exemple l'exemple de la free party. Sur le nord de la France, on a beaucoup de choses qui se passent dans des hangars, sur des sites désaffectés. Dans le sud de la France, c'est beaucoup en forêt, sur des sites sensibles aux incendies. Et c'est marrant de voir comment les participants, selon leur réalité de territoire, en fait, vont se nourrir et s'apporter des choses. Donc c'est très très riche de ce côté-là aussi. Donc là on peut voir ils ont des jeux, ils ont des vidéos. On leur propose aussi d'évaluer, qu'ils puissent donner leur avis, vraiment nourrir cette formation. Le Discord. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur la formation. Je vais vous montrer ensuite une deuxième image un petit peu sur la couverture territoriale de cette formation, donc, qui existe depuis 2020. J'espère que ça va être lisible. Oui, ça se voit bien. Donc voilà, depuis 2020, donc on a eu 395 participants qui se sont inscrits et qui sont allés jusqu'au bout de la formation. Donc on voit que toutes les régions de France sont représentées et sont touchées, notamment des territoires dans lesquels il y a finalement peu ou pas d'actions de réduction des risques en festif, parce que sur certains départements, quand il n'y a qu'un seul CARUD, alors qu'il y a 4 free parties le même week-end, plus 2 fêtes de village, plus 3 festivals, en fait, sur les périodes estivales, nous, à titre d'exemple, à Technoplus, on arrive à répondre à peine un tiers des demandes qu'on a d'intervention. Et c'est un peu pareil pour toutes les structures. Et du coup, les personnes souhaitent se former et être en capacité de monter elles-mêmes des dispositifs parce que tout simplement, derrière, les associations et les dispositifs n'arrivent pas à répondre à l'intégralité des demandes. Voilà, il y a aussi une volonté des personnes, pas toujours de mettre en place des dispositifs, mais tout simplement d'être en capacité de réagir quand il se passe quelque chose. Donc, ils n'ont pas vocation à monter des projets, etc. Mais déjà, eux, être autonomes et savoir comment réagir, comment informer, comment accompagner quand il se passe quelque chose autour d'eux. Donc voilà, on voit que vraiment,
toutes les régions sont touchées, qu'il y a, en Ile-de-France, un petit peu plus de participants, mais dans le sud de la France, pas mal de demandes sur la Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie. Et puis, on voit aussi en bas, en orange, donc, des participants qui sont aussi originaires d'autres pays. Les mouvements techno sont des mouvements très mobiles. Donc, la Free Party peut être un jour en Italie, le lendemain en France, et donc des choses un peu transfrontalières et des participants qui bougent beaucoup. Donc, on a eu 4 participants originaires d'Italie, une personne de Belgique, une personne d'Albanie et aussi des personnes issues du Maghreb, donc Maroc et Tunisie, dans des pays où la techno est émergente. Il y a de plus en plus de soirées techno sur ces pays-là et pas du tout de prévention. Et c'est vrai que le fait qu'on soit sur des mêmes langues, du coup, leur permet d'avoir accès au contenu des flyers, etc. Et donc, on les a formés aussi pour qu'ils puissent commencer à mettre en place des actions sur leur territoire, donc avec d'autres contraintes qu'on a pu connaître il y a quelques décennies en France, mais notamment du cadre législatif qui ne leur permet pas de faire ça, où ils peuvent être arrêtés pour incitation à la débauche, par exemple. Voilà. Mais voilà, donc on ne s'arrête pas forcément aux frontières nationales, et c'est vrai que nous, ce qui nous importe aussi, c'est la richesse dans les échanges entre les participants. Et du coup, quand on a des personnes qui sont issues d'autres pays, ça nourrit encore plus la réflexion. Dans la format pair, on voit un petit peu donc, tout ce qui va être historique, cadre législatif, aussi tout ce qui va être les savoir-être indispensables, donc toutes les questions d'éthique, de bienveillance, de positionnement, de non-jugement. Et là, c'est vrai que l'interculturalité nourrit énormément cette partie-là de la formation. Ensuite, on explore aussi tout ce qui est la notion de risque, d'évaluation du risque, de positionnement face à ça. Et après, vraiment des choses très concrètes autour des produits, autour de la prise en charge. Donc, type bobo, comment on prend en charge des blessures minimes, comment on gère ce qu'on appelle un cas grave, comment on prévient aussi tout ça en amont, comment on agit pendant et aussi après. Tout le volet violence, donc violence sexiste, sexuelle, harcèlement, mais aussi violence physique, bagarre, etc. On voit aussi tout ce qui va être ce qu'on appelle à Technoplus la réassurance, donc comment on permet à quelqu'un de se rassurer quand il ne se sent pas bien sous produit et comment on réconforte dans ces situations-là. On voit aussi un petit peu ce qui va être les risques infectieux. Des modules qui est sur l'analyse de produits et la veille. Pourquoi on fait de la veille? Quelle est la plus-value d'avoir un regard sur son terrain, sur ce qu'on y fait, ses chiffres, et pouvoir observer les tendances. Et on a un dernier module aussi sur la réduction des risques sur le territoire national. Concrètement, qu'est-ce qu'il existe? Où c'est qu'il y a des structures? Où c'est qu'il y a de la ressource? Où c'est qu'il n'y a rien aussi? Et donc, suite à la format pair, on a pas mal de participants qui ont créé des choses. Par exemple, Fabrice en parlait tout à l'heure, les personnes du forum, du Discord Deltaplan ont fait la format pair. Et voilà, donc c'est très riche et ça permet aux gens de pouvoir ensuite se lancer. C'est vrai que moi, donc, j'ai animé la création de cette formation et je me suis vachement nourrie de mon expérience personnelle aussi. Quand j'avais 20 ans, j'avais envie d'avoir de la réduction des risques dans les fêtes où j'allais, mais il n'y avait absolument rien sur mon territoire. Et il a fallu que je monte à Paris, que je me fasse former par Technoplus. Mais en fait, c'était très, très loin de moi, de mon territoire et de ma réalité. Et donc, on a un peu pensé cette formation avec tout ce que j'aurais aimé avoir en termes d'infos et de connaissances et de compétences pour démarrer cette action-là. Et ça vient vraiment répondre à cette problématique. Enfin, on a beaucoup de gens en Creuse, dans l'Ain, dans des territoires où il n'y a vraiment rien. C'est vraiment une réponse à l'éloignement géographique, aux difficultés de déplacement, aux difficultés de financement de la formation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions autour de la format pair. En tout cas, vous pouvez en parler autour de vous aux personnes donc, issues de la communauté festive, participants, organisateurs, etc. L'inscription est sur le site de Technoplus. C'est une inscription à prix libre avec un montant conseillé parce qu'on ne veut pas que la question de l'argent soit un frein. Mais c'est une formation qui ne s'autofinance pas. Donc, elle n'est pas encore, disons, viable économiquement.
uniquement. Mais en tout cas, voilà, on ne limite pas l'accès à la question de l'argent et les personnes peuvent s'inscrire via le site de Technoplus pour suivre cette formation en ligne. Oui. Campus et les facs, ça serait un super relais. Alors, on n'a pas de relais dans les facs. Par contre, on a de temps en temps des personnes qui sont étudiants en relais santé ou qui participent à des fêtes étudiantes et qui veulent mettre en place des actions parce qu'ils observent des conduites à risque, des choses comme ça. Donc, on n'est pas relayé en mode dispositif dans toutes les universités. Par contre, c'est quelque chose qui est connu parce qu'on a régulièrement des gens qui sont à l'université qui s'inscrivent pour pouvoir mettre en place des actions ensuite. Okay. C'est vrai que le contenu qu'on propose là peut ensuite être décliné dans tous les espaces festifs. Finalement, bon, comment prendre en charge un bobo, comment réagir face à un problème, face à une drogue. On n'est pas vraiment... Enfin, nous, on est issus du milieu free party. On parle du milieu free party dans la formation, mais qui a énormément de contenus qui sont déclinables à d'autres espaces festifs. C'est pour ça aussi qu'on accepte des étudiants relais santé ou des personnes qui vont être uniquement sur des espaces festifs urbains, clubs, warehouse, etc. Enfin, ça s'adapte complètement, en fait. Et ça vient aussi nourrir les échanges entre les participants, de ne pas rester dans l'entre-soi non plus de que les gens qui font de la free party. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai une question par rapport au cadre légal, en fait, parce que ces personnes-là, donc si elles mènent des actions de réduction des risques dans les free parties, mais qu'elles ne font pas partie d'une association qui est reconnue comme étant de réduction des risques, elles ne sont donc pas protégées par la loi. Alors, donc, c'est comment qu'est-ce que vous, par rapport à ça, quelle est votre réflexion, en fait ? Alors, les personnes, elles sont formées aussi au cadre législatif. Donc, ce n'est pas interdit d'avoir du matériel de réduction des risques et de le distribuer. Mais en tout cas, c'est vrai que quand ils se mettent à faire des actions régulières, etc., nous, on les accompagne aussi à comment structurer ce projet-là, quel cadre ils se donnent. Et on leur parle aussi, du coup, de cette sécurité qu'apporte, et notamment à des collectifs qui sont déjà montés, surtout des collectifs chill out ou qui proposent de la restauration, de la nourriture, qui ont déjà des statuts juridiques, auto-entrepreneurs, entreprises, etc. On les accompagne aussi à comment faire rentrer la réduction des risques dans les actions qu'ils font, parce que tu es vendeur de pizza, mais en fait tu fais de distribution de matos RDR, et comment ils sont protégés dans ça. Donc ils changent aussi leur statut, ou en tout cas ils nourrissent leur statut. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas du tout la volonté de se monter en asso, qui veulent juste, qui le font déjà en fait dans leur quotidien, qui se trimballent avec de quoi, une couverture de survie, de quoi donner du matériel, etc., qui se forment, on les informe de ça. Et on parle aussi dans cette formation de toute la question politique, en fait. On fait aussi l'historique de Technoplus, de son procès, de la loi de santé, etc. Et on parle aussi des enjeux actuels, de comment on fait de la réduction des risques avec les mineurs. En fait, c'est quelque chose, le cadre législatif, il n'est vraiment pas... Et pourtant, c'est la réalité. Quand on fait des stands de réduction des risques dans les soirées, en fait, on a du public de 15, 16, 17 jeunes. Et donc, avec cette conscience aussi que c'est politique et qu'il y a encore des choses à défendre, et aussi que ce ne soit pas détricoté, parce que c'est l'enjeu aussi. Ces politiques sont, comme d'autres, attaquées. Effectivement, je pense qu'il faudrait repenser un peu ça, parce que il y a un élargissement en fait, du type de personnes qui font de la réduction des risques. Là, vous avez par exemple ces pairs qui peuvent le faire complètement hors cadre associatif, mais aussi, par exemple, on voit dans les discothèques où il peut y avoir de plus en plus des référents réduction des risques, mais une discothèque, ce n'est pas une organisation de réduction des risques, donc ils sont soumis à la même insécurité légale. Et donc, il faudrait repenser, je pense, ce cadre-là, en fait. Ouais, je peux compléter parce que on a fait remonter ce vide juridique, en tout cas ce paradoxe juridique, au ministère de la Santé et à la MILDECA,
en leur disant, bah là, parce qu'ils sont super contents qu'on forme des pairs à ça, c'est eux qui nous incitent, hein, le projet est financé, soutenu, et on leur a dit, bah là, en fait, vous mettez en situation d'intervenant de réduction des risques des personnes qui ne sont pas protégées par le décret. Et pourtant, eux, de leur point de vue, bah, c'est super de faire ça parce que ça coûte pas cher des pairs qui mènent des actions plutôt que de mettre. Enfin voilà. Et bon voilà. En tout cas, on est bien conscient de ça et voilà. Faut que ça se bouge en haut. Non, moi j'ai pas préparé de trucs visuels. Voilà. Moi, j'appelle Salomé. Je suis doctorante en sociologie. Mon terrain, c'est un terrain numérique. En fait, je travaille sur des collectifs numériques, par exemple des forums, des serveurs Discord, des groupes Facebook, comme Fabrice vous en a parlé. Et en particulier, donc des collectifs numériques sur le thème des drogues, enfin de l'usage de drogue, pas du deal ni du sevrage, et qui sont donc fréquentés par des amateurs de drogue. Ces collectifs, c'est d'abord des espèces de camaraderie, d'entraide entre consommateurs, on pourrait dire d'autosupport. C'est aussi des lieux d'échange d'expériences sur les drogues, et quand elles sont mutualisées, ça devient des savoirs expérientiels. C'est aussi des échanges de savoirs académiques, typiquement de la pharmacologie. Et l'hybridation de tous ces savoirs, c'est l'expertise profane. Lorsque mes enquêtés utilisent cette expertise profane dans cet esprit de camaraderie et de soutien, ils appellent ça faire de la réduction des risques. Et attention, c'est pas réduction des risques dans le sens médical, légal, ni social. En fait, dans ce contexte, faire de la réduction des risques, c'est transmettre un esprit de responsabilité et d'usage responsable. Et aussi transmettre des consignes des consommations qui sont élaborées à partir de l'expertise profane. Par exemple, si je prends le cas de la MDMA, l'expérience des usagers leur montre que prendre la MDMA, ça peut causer une forme de dépression et de tristesse dans les jours suivants. Les savoirs pharmacologiques montrent que les récepteurs à sérotonine mettent environ 6 semaines à retourner à leur niveau normal après une prise de MDMA. Donc ils ont dérivé une consigne qui est d'espacer ces prises de MDMA de 6 semaines à peu près. Et donner cette consigne à quelqu'un qui ne la connaissait pas, ça s'appelle pour eux faire de la réduction des risques. Et j'appelle tout ce processus, dans cette présentation, je l'ai appelé l'éducation psychoactive. Je travaillais beaucoup par entretien, j'en ai fait une trentaine. Mes enquêtés, donc, c'est des amateurs de drogue qui ont lu ou participé à l'un des collectifs numériques tels que je les ai présentés. Socialement, c'est assez divers, mais il y a une prédominance de la petite classe moyenne, il y a une majorité de garçons et il y a quasiment que des blancs. Certains sont assez impliqués dans l'activité des collectifs, c'est-à-dire que ces collectifs numériques ils fonctionnent parce qu'il y a des personnes qui les animent, qui font circuler les informations et qui répondent aux sollicitations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'activité des collectifs. Donc certaines de ces personnes de mes enquêtés sont les personnes sur qui repose l'activité des collectifs. Ils peuvent même avoir un rôle dans la hiérarchie du collectif, par exemple avoir un rôle d'expert ou de modérateur. D'autres ne sont pas du tout impliqués, voire ils ne font que lire. Mais quel que soit leur niveau d'implication, ils ont reçu d'autres influences dans leur rapport aux drogues, dans ce que j'appelle le monde solide, donc, ce qui n'est pas le monde numérique. Par exemple, mon invité Constant, il a été initié aux drogues par les amis de son frère dans un contexte de soirée en appartement. Mon enquêté Mousse, il a des cousins trafiquants et il a été initié aux drogues par l'oxycodone dans un squat à Stalingrad. J'en viens à ma problématique qui est que pour acquérir et maintenir cette éducation psychoactive, c'est une activité. Et de base, l'intérêt de cette activité, c'est l'usage de drogue. C'est mieux consommer en ayant plus de plaisir, en préservant sa santé et son bien-être. Et j'ai parlé d'engagement au sens sociologique du terme, donc pas forcément un engagement politique. Au sens sociologique, ça va être quand cette éducation psychoactive, elle va servir d'autres intérêts, par exemple professionnels. Et du coup, la trajectoire de vie de la personne, elle va acquérir une cohérence qui tourne autour de l'expérience psychoactive. Si j'utilise un langage un peu plus commun, c'est par exemple quand des personnes utilisent leur savoir sur les drogues dans une autre perspective que leur propre consommation, par exemple pour trouver du travail. En l'occurrence, il y a 12 personnes de mon échantillon qui ont engagé leur éducation psychoactive dans le monde solide. Je les appelle les engagés. Et du coup, je voulais vous demander, à votre avis, quelle forme d'engagement leur trajectoire a pu prendre, de quelle manière est-ce qu'ils ont pu engager leur éducation psychoactive dans le monde solide. Est-ce que vous avez des idées sur ça ? En prévention ? Par exemple, en faisant quoi ? Ouais, voilà, par exemple du bénévolat en milieu festif. Est-ce que vous avez d'autres idées ?
travailler sur les styles. Ah ouais, j'ai pas eu ça dans mon échantillon, mais on peut imaginer, ce serait un peu bizarre, mais pourquoi pas. Peut-être un infiltré. Oui, voilà, il peut y avoir du bénévolat en milieu festif, et j'ai aussi eu du travail social. Il y en a certains qui sont engagés dans des cas académiques, qui font des études de biochimie, de pharmacologie, de psychologie. Et puis un truc auquel on ne pense pas, c'est le commerce. Des gens qui vont engager leur éducation aux drogues dans de la vente de produits légaux ou illégaux. Alors pourquoi ces personnes-là s'engagent et pas d'autres ? Je ne vais pas répondre directement à cette question parce que la notion de causalité en sociologie, c'est très ambitieux, c'est un peu casse-gueule. Et moi, ce n'est pas la problématique principale de ma thèse, donc je n'ai pas mis en place l'appareil méthodologique qui permettrait de prétendre m'attaquer à cette notion. Mais par contre, comme je fais beaucoup de matériaux qualitatifs, donc des entretiens, l'observation, je vais pouvoir parler de comment mes enquêtés s'engagent, de qu'est-ce qui précède ces engagements, de qu'est-ce qui peut le justifier, qu'est-ce qui peut le motiver, comment ça se décline, et quelles sont les conditions pour que ça fonctionne. Alors, tout d'abord, je vais parler plus longuement de cette éducation aux drogues parce que ça va nous permettre de mieux comprendre comment est-ce que mes enquêtés, qu'est-ce qu'ils apportent comme bagage lorsqu'ils s'engagent. Pour commencer, beaucoup de mes enquêtés m'ont parlé d'un intérêt intellectuel pour les drogues. Ils vont s'intéresser aux expériences subjectives, à la pharmacologie. Mais tous ces savoirs, ils sont ancrés dans l'expérience personnelle. Parce que, de fait, tous ces savoirs, leur intérêt principal, c'est d'expliquer, de faciliter ou de sécuriser la consommation de quelqu'un. Mais même si, pour mes enquêtés, en fait, cet intérêt pour les drogues, il est un peu décorrélé de la consommation. Par exemple, ils vont se renseigner sur des drogues qu'ils n'ont pas l'intention de consommer. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cet intérêt ? Pourquoi est-ce qu'ils développent cet intérêt intellectuel ? Je ne sais pas. Mais il faut noter que c'est beaucoup nourri par Internet, et aussi que ça prend du temps d'acquérir cette éducation psychoactive. Il y a mes enquêtés, ils vont me parler des parcours de plusieurs années de lecture. Et on peut considérer qu'ils ont reçu une sorte de formation, finalement. Aussi, quasiment tous mes enquêtés engagés, ils ont été actifs dans les collectifs. Ils ont fait la réduction des risques. Ils ont répondu à des questions, ils ont donné des conseils. Mon enquêtée Lou, elle explique que le fait d'avoir reçu ce rôle, ça l'a poussé à acquérir encore davantage de savoir pour être à la hauteur. Aussi, avoir ce genre de rôle, ça pousse à créer une sorte d'éthique professionnelle. Par exemple, on va cacher ses jugements. On va apprendre à ne jamais inciter quelqu'un à la consommation. En fait, on passe de éduquer à éducateur. Et dans ce cas, on peut parler déjà d'un engagement, mais dans le monde virtuel. Et ensuite, si on file la métaphore de la formation, cette espèce de tronc commun d'éducation psychoactive, en fait, il y aurait aussi des options qui, par contre, résident plutôt dans le parcours individuel des personnes. Et là, ça va éclairer les différentes formes que peut prendre l'engagement. Je vais donner quelques exemples. Mon enquêté Mousse, qui vient d'une famille de trafiquants. Depuis ses 14 ans, il est dans la consommation-revente pour survivre au fait d'être à la rue. Et maintenant, il associe la vente de produits à donner des informations sur le produit et des ressources, des contacts de structure. Donc lui, il se voit comme un dealer éthique qui fait de la réduction des risques. Mon enquêté Yama, ses parents sont hauts fonctionnaires. À partir de ses 14 ans, il a automédiqué ce qu'il a appelé une psychose avec un mélange de prendre des produits psychédéliques et une autothérapie par l'écriture. Et maintenant, il fait des études de biochimie pour comprendre c'est quoi concrètement une maladie mentale et pour développer des thérapies qui incluraient des drogues aujourd'hui interdites. Et mon enquêté Phil, il vient d'un milieu ouvrier. Il m'a dit qu'il adhérait beaucoup aux valeurs de la contre-culture. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la santé communautaire. Il a été traumatisé par une expérience d'ayahuasca qui l'a rendu très méfiant envers les promesses marketing qui entourent certaines drogues. Et vers 2013, il a fondé une association communautaire d'analyse de nouveaux produits de synthèse, ce qui implique d'importer des informations très pointues et aussi de prendre de l'avance sur le cadre institutionnel, puisqu'en 2013, ce n'était pas encore légalisé l'analyse. Donc avec cette diversité d'engagement dont j'ai juste donné un aperçu, on voit que la cohérence de comportement que peut amener l'engagement, ça prend des formes qui sont déterminées par le capital culturel, par la possibilité de faire des études et lesquelles, par la sécurité financière, par la santé mentale, en fait par les conditions sociales des individus. Alors tout à l'heure, je disais que ce qui se caractérise l'engagement, c'est quand l'éducation psychoactive elle va être rentabilisée, mes enquêtés vont la rendre intéressante à un autre titre que la consommation. Je vais maintenant éclaircir quel genre d'intérêt ils peuvent tirer de leur éducation psychoactive. Donc tout à l'heure, j'ai relevé que certains de mes enquêtés participent activement au collectif numérique. Et j'avais déjà remarqué que c'est déjà une forme d'engagement dans l'espace numérique du coup. Cet engagement numérique il permet de réaliser que le premier intérêt d'engager son éducation psychoactive, c'est de recevoir de la reconnaissance, de valoriser ses savoirs et de se sentir utile. Par exemple, mon enquêtée Berlin, elle m'explique que, alors que son travail ouvrier lui donnait l'impression de n'être qu'un outil, lorsqu'elle a reçu un rôle de la communauté, elle s'est enfin sentie utile, elle s'est sentie exister.
Et on va retrouver ça dans les engagements du monde solide. Mes enquêtés vont chercher de la reconnaissance sociale, donc valoriser leur savoir, se sentir utile. Ils vont aussi chercher un statut, un diplôme, un métier, des ressources. Mais il y a un hic, c'est que les drogues, c'est illégal. Et non seulement c'est illégal, mais c'est stigmatisé. C'est-à-dire que la société attache aux personnes consommatrices de drogue un stigmate d'amoralité, de malhonnêteté, d'irresponsabilité. Prendre des drogues, socialement, c'est être un déviant, au sens sociologique. C'est-à-dire pas en soi, mais par rapport à une norme. Autant avoir des savoirs sur les drogues, ça peut être légitime, autant acquérir ces savoirs dans le cadre d'un usage, c'est complètement illégitime. Et justement, l'éducation psychoactive, c'est ancré dans l'expérience personnelle. Alors, pourquoi est-ce que mes enquêtés vont chercher de la reconnaissance sociale précisément dans des savoirs illégitimes ? En fait, ça dépend des situations. Ça peut être par conviction politique, ça peut être parce que ça a du sens pour eux, ça peut être parce qu'ils ressentent une forme de passion intellectuelle, ça peut être par nécessité, parce qu'ils n'ont pas d'autre formation à faire valoir. Tant qu'on reste dans un contexte entre usagers, ça fonctionne très bien. Par exemple, le bénévolat en festif, qui repose beaucoup sur l'expérience profane, dans ce cas, l'éducation psychoactive, elle est plutôt valorisée. Aussi, engager son éducation psychoactive dans la vente illégale, c'est plutôt bien perçu. C'est perçu comme un gage de sérieux et de qualité, et puis ça apporte au vendeur une protection morale, parce que comme ça, il a l'impression de bien faire les choses. Mais par contre, dès qu'on cherche une reconnaissance plus large, donc un statut social, des ressources légitimes, ça devient beaucoup plus compliqué. Typiquement, la vente illégale, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est pour ça que mon enquêté Mousse, il aimerait bien diversifier son activité en vendant des produits légaux, mais je ne sais pas s'il va y parvenir. En sciences, le stigmate d'usager de drogue il est complètement incompatible avec le fait de faire une carrière. Donc les chercheurs concernés ils vont devoir faire semblant de ne pas être usagers. Par exemple, mon enquêtée Saba, qui est en psychologie, qui travaille sur les psychédéliques, elle a les plus grandes peines du monde à faire comprendre son sujet à son tuteur, qui n'arrive pas à envisager qu'on étudie les psychédéliques autrement, enfin même des drogues, autrement que sous l'angle de la maladie mentale ou l'addiction. Et bien sûr, elle ne lui a pas dit qu'elle avait déjà consommé des psychédéliques. Et beaucoup de mes enquêtés aimeraient travailler dans une structure, par exemple un cas à Rude. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre une formation diplômante. C'est typiquement le cas de mes enquêtés Doug et Lou qui ont suivi la voie de l'apprentissage pour être embauchés dans un cas à Rude. Mais ensuite, quand on n'a pas de certification, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, mon enquêtée Pascal, elle n'a pas de diplôme. Chaque fois qu'elle voit une offre d'emploi pour un cas à Rude, elle postule parce qu'elle pense qu'il a des connaissances et des curiosités qui pourraient se rendre utiles, mais on ne lui a jamais répondu. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous qui êtes du communautaire, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais je pense que ce n'est pas généralisable l'expérience que vous avez eue. Puis je sais qu'il existe la certification de patient expert. Dans mon échantillon, il y a une personne qui l'a, mais ça ne l'a pas aidé à trouver du travail, parce qu'en fait, le poste de patient expert, il est très rarement proposé. Donc lui, il a plutôt postulé à d'autres postes, et il n'a jamais été accepté. Il pense que dans ce cas-là, la certification l'a plutôt desservi. De toute manière, c'est une certification qui implique d'avoir eu une addiction et de se considérer comme un patient, ce qui ne correspond pas vraiment forcément au parcours de mes enquêtés. Donc finalement, les personnes qui réussissent à engager efficacement leur éducation psychoactive, c'est celles qui ont l'opportunité de diluer cette éducation illégitime dans d'autres activités qui, elles, sont légitimes. Donc en conclusion, je trouvais ça intéressant de noter qu'en sociologie française, on a déjà utilisé le concept de ligne biographique dominante pour désigner la toxicomanie. Ce serait une vie qui tourne autour de la recherche et de la consommation de drogue. Et dans ce cas-là, évidemment, le sens est négatif. On entend parler d'une forme d'aliénation, en mode plus rien d'autre ne compte que les drogues. Et si bien que, du coup, le seul moyen de ne pas souffrir de son usage de drogue, de ne pas trop souffrir, ce serait de maintenir cet usage au second plan de sa biographie. Et là, j'apporte peut-être un autre éclairage de ce que peut être une vie où la ligne biographique dominante, c'est les drogues. Donc là, on a des amateurs de drogue qui essayent de mettre leur éducation psychoactive au service d'autres intérêts. C'est probable alors que leur vie, elle semble complètement tourner autour de drogue. C'est-à-dire que non seulement ils consomment ou ils ont consommé, mais ils en parlent tout le temps, ils se font des amis grâce aux drogues, ils gagnent de l'argent avec les drogues. Et dans ce contexte, les drogues, elles ne sont pas aliénantes. Au contraire, c'est des ressources financières et sociales. Ce qui peut être aliénant dans ce cas, c'est plutôt le maintien dans une situation de marginalité si la personne n'a pas les moyens de légitimer du coup, cette éducation psychoactive qui, elle, est d'origine illégitime. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon, voilà, c'est bon.
c'était pour savoir aussi, est-ce que cet engagement donc dans la prévention, donc dans la réduction des risques, est-ce que c'est pas aussi un moyen de ne pas être considéré comme un déviant, justement, et de faire passer ça comme, pas une excuse, mais une ressource pour justement devenir une aide? Tout à fait, c'est la reconnaissance sociale en question. Ensuite, je ne vais pas me risquer à dire que c'est pour ça qu'ils le font, parce qu'encore une fois, on n'a jamais accès, même les gens eux-mêmes n'ont jamais accès à leur motivation profonde. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on a passé la moitié de sa vie d'ado et de jeune adulte à acquérir des savoirs sur les drogues, je pense qu'à un moment, on a envie de rentabiliser ça d'une manière ou d'une autre. Enfin, c'est normal, finalement, je parlais d'éducation, de formation, à un moment donné, on aimerait bien mettre je pense que beaucoup aimeraient mettre cette ligne-là sur leur CV. Effectivement, il y a ce problème de pouvoir normaliser une partie de sa vie que mes enquêtés, finalement, ne ressentent pas comme une déviance, puisque pour eux, c'est quelque chose de normal, c'est des savoirs légitimes qu'ils ont acquis, qui les intéressent et que le monde social ne peut pas entendre, et donc il faut effectivement trouver les moyens de les légitimer. Et donc, comment faire valoir justement, quand on a un peu un titre de patient expert, enfin, pas forcément reconnu, mais du moins, comment le faire valoir auprès d'un employeur qui pourrait bien le capter pour qu'ensuite la patientèle, puisque ça va être bénéfique pour la patientèle de s'adresser à un professionnel qui a peut-être vécu ce qu'elle est en train de vivre ou autre, et donc porter plus de poids sur ses réflexions. Moi, franchement, j'en ai aucune idée. Vraiment, justement, mes anciens enquêtés, ils galèrent. Enfin, c'est comme je disais, le moyen qui fonctionne pour eux, c'est d'intégrer des formations qui légitiment leur savoir, comme s'ils les avaient acquis autrement, finalement. Comme si c'est parce qu'ils étaient éducateurs qu'en fait ils avaient des savoirs sur les drogues, comme si c'était parce qu'ils avaient fait des études de pharmaco, mais pas du tout parce qu'ils ont passé des heures à diguer des forums, parce qu'en fait ils sont consommateurs eux-mêmes. Voilà. Ensuite, comment rendre légitime finalement ces savoirs qui, je pense, sont très intéressants. Là, il faudrait une volonté. Enfin, je pense que c'est un peu tout ce qu'on essaye de faire, et c'est pas si simple. Moi, j'ai pas du tout la réponse. Merci beaucoup, Salomé. Juste pour rebondir, tu disais, et c'est totalement vrai actuellement, notamment dans le contexte français, que le stigmate de l'usager de drogue n'est pas du tout compatible avec une carrière, notamment dans le milieu académique. Juste, peut-être qu'il y a des petits espoirs pour que ça change avec Karl Hart au Canada ou aux États-Unis. Je ne sais plus qui, un professeur en neurosciences qui a assumé ses usages d'héroïne, ses usages récréatifs d'héroïne, et Jean-Sébastien Fallu aussi qui parle de ses consommations et qui a fait son autodévoilement public. Et on peut espérer qu'il y ait une mouvance qui soit en train de se créer. Bon, on remarquera qu'à chaque fois, c'est des chercheurs de plus de 40 ans qui sont bien installés à leur poste et qui sont des hommes. Mais c'est peut-être un début, et peut-être que voilà, il y a un rôle aussi des institutions, des universités, des médecins, des personnes installées dans des postes de pouvoir à reconnaître l'expertise dite profane comme une expertise réelle, et à la promouvoir et à faire en sorte que ce soit plus un stigmate de se présenter comme quelqu'un de concerné par sa recherche. Enfin, on parle des savoirs situés, c'est aujourd'hui complètement reconnu d'admettre que quand on fait des sciences sociales, si on est une personne racisée ou une femme ou un homme blanc ou une personne LGBT, ça influe forcément sur les recherches qu'on est en train de mener. Pourquoi pas assumer et revendiquer le fait d'être usager de drogue et concerné aussi par le terrain étudié. Voilà, c'était juste un apport. Donc peut-être une note d'espoir pour... Alors, tu as raison, d'ailleurs, toutes les épistémologies féministes sur la race, tout ça, ont vraiment conçu les outils méthodologiques dont les chercheurs usagers de drogue pourraient se saisir. Mais par contre, un petit bémol, en France, on a l'impression que c'est admis que les savoirs situés sont intéressants, mais en fait, pas tant que ça. On a quand même une grosse latence du corps blanc, riche, aisé, machin, qui en fait ne comprend pas ce que ça veut dire et continue de stigmatiser un peu les personnes qui assument que leurs recherches sont liées au fait qu'elles sont des femmes, des personnes homosexuelles, racisées, etc. Donc c'est pas si complexe que ça. Et je pense qu'en France, et même dans le monde, la charge de faire reconnaître la valeur des savoirs expérientiels en tant que chercheur, c'est quelque chose qui repose énormément sur les titulaires, les gens qui ont déjà un poste et qui risquent que pas de le perdre. Dans mon échantillon, les personnes sont jeunes, c'est pas sur eux que
eux, s'ils assument leur usage, ils risquent de simplement ne jamais trouver de poste, ne jamais pouvoir travailler. C'est sur les personnes installées que ça repose, et je pense qu'elles ont peut-être ce devoir, je ne sais pas. Ouais, sur ce sujet-là, là on dévie un peu du numérique, mais je vais y revenir. Mais je ne sais pas si vous connaissez la Global Commission on Drugs, qui milite du coup pour un changement de politique des drogues au niveau mondial. Et en fait, c'est toujours frappant de voir qu'elle est constituée de personnes qui ont été à des hauts postes de responsabilité. Et c'est une fois qu'ils ne sont plus en fonction et qui peuvent changer les choses, les lois. Donc des anciens présidents, il y a Bill Clinton dedans par exemple, il y avait Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et ils disent, bah non, en fait, la politique des drogues, il faut changer ça, il faut renverser le stigmate, etc. Mais voilà, c'est une fois qu'ils sont à la retraite, il y a des juges aussi, donc des gens qui toute leur vie ont donné des peines pour condamner des gens, qui disent non, mais en fait, c'est n'importe quoi ce système. Et voilà. Donc cette responsabilité, ça serait bien qu'effectivement ce soit des gens en poste et non plus une fois qu'ils sont à la retraite pour se repentir qui prennent ces responsabilités-là. J'ai entendu les mêmes choses à un colloque en Belgique l'an dernier sur les 30 ans de Modus Vivendi où il y avait eu en Belgique, ils emploient l'expression sortir l'usage des toilettes. Donc voilà. Le coming out aussi des professionnels. Et voilà. Mais pour revenir sur le numérique, parce que moi, voilà, c'était quand même le thème. Le serveur Deltaplane dont on a parlé, qui est donc une communauté qui est plutôt jeune, etc. Donc on a peu évoqué, mais dans cette idée de carrière, on peut monter en compétence. C'est-à-dire on peut être lecteur et puis commencer à participer. Puis petit à petit, on est repéré par la qualité de nos interventions sur ces espaces numériques. Et finalement, l'âge qu'on a, le profil qu'on a, la race qu'on a, enfin voilà, tous ces signes extérieurs, on ne les retrouve pas. Et ce qui va faire la qualité des intervenants, des conseils, bah, c'est notre capacité à être empathique, à avoir des informations sourcées. Et en fait, ça va gommer, le numérique gomme aussi ces différences-là. Et ce qui fait que bah, des discours de personnes à qui on aurait très facilement un biais d'autorité dans la vie solide, j'aime bien ton expression, donc je la reprends, dans la vie solide, bah, voilà, un médecin qui va dire quelque chose, on a envie par ce biais d'autorité de penser, voilà. Et puis là, peut-être qu'on a quelqu'un qui est juste un passionné, qui aura peut-être 18 ans, mais qui aura lu énormément d'études, et bah, qui va faire des posts très complets pour expliquer comment fonctionnent les drogues, bah, finalement, on va lui donner du crédit dans ces milieux-là. Et ça permet de rebattre un peu les cartes. Mais par contre, effectivement, c'est compliqué de le valoriser dans la vie solide, même si on est une star des réseaux et un intervenant reconnu sur ces espaces. Bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais un peu savoir si les personnes qui utilisent aussi des substances licites, voilà, les médicaments, elles vous cherchent pour faire ce travail de prévention ou de réduction des risques, ou voilà, s'il y a quelque chose... parce qu'on parle beaucoup sur les substances illicites, mais il y a aussi un usage un peu normalisé des drogues, voilà, qui ça va en pharmacie. Et je voudrais savoir un peu si vous avez des connaissances sur ces personnes-là, si elles font ce travail aussi. Oui, en fait, c'est vrai qu'on aurait dû le préciser. Par drogue, en tout cas dans le cadre de ce panel, je pense, on n'entend pas drogue illégale, on entend produits psychoactifs. Et effectivement, les médicaments psychoactifs entrent dedans. Il y a beaucoup de détournements de médicaments. Par exemple, c'est bien connu que pour atténuer une descente d'amphétamine, les gens vont détourner des benzodiazépines. Ou alors ils peuvent avoir un usage premier de benzodiazépines parce qu'en fait c'est fun et c'est accessible facilement pour des mineurs qui fouillent dans la pharmacie de leurs parents. Donc effectivement, les drogues non illégales sont discutées et par drogue on entend tout produit psychoactif. Moi, je rajouterais même que c'est peut-être même l'une des questions les plus fréquentes qu'on rencontre, c'est les mélanges entre un traitement qu'on a déjà, puis la volonté de prendre une drogue peut-être illégale ou seulement de l'alcool qui est légal. Mais c'est vrai que les gens ont du mal, parce que quand on s'adresse à un professionnel de santé, on dit bah voilà, j'ai envie de faire la fête, je bois de l'alcool, mais vous m'avez donné tel traitement. Le médecin va dire bah non, faut pas boire.
Et donc, en fait, si on cherche des informations de réduction des risques là-dessus, sur la réalité, et ça, on le retrouve, pareil, on a énormément de questions chez les femmes enceintes qui se demandent, en fait, quand elles ont des traitements ou qu'elles s'automédicamentent, qu'est-ce qui va passer dans le lait maternel, dans le placenta, parce qu'en fait, la recommandation en général, c'est de dire il faut rien consommer, alors que des études peuvent montrer que certains produits passent, d'autres pas. Et puis là aussi, il y a un savoir expérientiel qui se crée. Donc ouais, c'est des questions extrêmement fréquentes qu'on rencontre aussi. Et comme on a identifié drogue, mais produits psychoactifs, comme les gens ne trouvent pas leurs infos sur les canaux officiels, on est les réceptacles de beaucoup de ces questions autour des médicaments, des traitements et des interactions avec l'alcool aussi. Et sur les réseaux de KEPS, à titre purement d'observation, plus les gens sont jeunes, puisque du coup, on est comme... je ne sais plus qui disait que ça gommait... c'est toi qui disais ça, que ça gommait tous les repères et les biais d'autorité. Plus les gens sont jeunes, plus ils détournent des médicaments. C'est un truc que j'ai observé. Avant même l'alcool, oui, c'est hyper accessible. Et donc, il y a des gamins, c'est un peu péremptoire de dire ça, mais des gamins qui prennent plein de médocs, Et ça nous étonne vraiment, parce que le but principal de KEPS, c'est effectivement les drogues. L'un des sites que Fabrice a présenté, qui porte sur les interactions entre drogues, et les personnes qui le gèrent ont remarqué un pic d'activité dans la période de Noël pour l'interaction entre tramadol et alcool. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont cassées de la jambe au ski et qui aimeraient savoir s'ils peuvent boire à Noël, qui arrivent sur un site premièrement dédié aux consommateurs de drogue. Eh ben, merci beaucoup à vous quatre pour ces retours d'expérience tous très intéressants et ces travaux de recherche. Donc, il y avait le QR code présent sur ta présentation, mais je vois que tu as apporté aussi des affiches. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en prendre. Il y a également le stand, Technoplus a un stand sur la mezzanine juste derrière, donc n'hésitez pas à y faire un tour également. Et merci à vous pour votre présence ce matin.